Le juge s'est moqué du teint du garçon noir, jusqu'à ce qu'il voie ce qu'il y avait dans sa mallette. Chaque matin, alors que la majeure partie de la ville dormait encore, Elijah Merrick, 16 ans, lassait déjà ses baskets usées, les serrant fermement de ses doigts calleux. Les rues du quartier de Crenshaw étaient alors silencieuses, baignées par cette lumière bleu pâle, juste avant le lever du soleil. Les trottoirs craquelés murmuraient sous ses pas, tandis qu'il allait de maison en maison, rangeant soigneusement les journaux dans des fentes métalliques ou sous les paillassons, comme s'il livrait plus que de simples gros titres, comme s'il distribuait des bribes de vérité. Son souffle était régulier contre le froid, et son sac à dos, plus lourd que la plupart des cartables, rebondissait à chaque pas. Il transportait des manuels, certes, mais plus que cela, il transportait ses rêves, ses espoirs, et un carnet relié en cuir noir qui ne le quittait jamais. Elijah avait toujours été un observateur. Il remarquait des choses que les gens ne disaient pas, des expressions qui passaient trop vite sur les visages, des mots échangés à huis clos. Et dès son plus jeune âge, il notait tout. Dans son carnet, il y avait des bribes de conversations entendues dans les bus, des croquis de visages croisés à plusieurs reprises et des listes de noms apparus dans des articles qui n'avaient jamais fait la une. Sa grand-mère, mademoiselle Géraldine, avait dit un jour qu'il avait l'âme d'un journaliste. Elle le disait avec fierté et un avertissement. La vérité était une belle chose, mais aussi dangereuse, surtout pour quelqu'un comme lui. Leur petit appartement était situé au-dessus d'une laverie automatique désaffectée dont l'enseigne rouillée se balançait au vent comme un drapeau fatigué. L'appartement était rempli de livres d'un mur à l'autre, la plupart donnés ou récupérés dans d'anciennes bibliothèques. Mademoiselle Géraldine avait été bibliothécaire avant que la ville ne supprime son poste lors d'une vague de coupes budgétaires. Elle avait élevé Elijah depuis ses 5 ans, remplissant son univers de Maya Angelou, James Baldwin, Ida B. Wells. La vérité, lui disait-elle, n'était pas quelque chose qu'on disait simplement, mais quelque chose qu'on protégeait. Elijah n'était pas le genre de garçon qu'on remarque. Il ne possédait pas de vêtements à la mode, ni de nouveaux gadgets clinquants. Son jean était délavé, sa veste rapiécée au coude. Mais il émanait de lui une intensité discrète, quelque chose derrière ses yeux marron foncé qui rendait les professeurs curieux ou nerveux. Il écoutait sans cesse, écrivait sans cesse et ne laissait jamais vraiment entrer les gens. Son conseiller d'orientation lui avait dit un jour qu'il était trop mature pour son âge. Elijah haussa simplement les épaules. Quand le monde vous apprend très tôt que le silence peut être une source de survie, on grandit vite. 2 semaines avant que tout ne s'écroule, Elijah était resté tard à la bibliothèque publique pour terminer un projet d'histoire. Mademoiselle Géraldine lui avait laissé un thermos de chocolat chaud et un mot lui rappelant de ne pas rentrer seul à pied. La bibliothèque, sa résidence secondaire, disposait d'un espace arrière tranquille appelé la salle des fondateurs, un espace de lecture réservé aux responsables et aux donateurs, rarement utilisé par le public. Cette nuit-là, Elijah avait remarqué une lumière allumée à l'intérieur. Il se déplaçait silencieusement, la curiosité guidant ses pas, et s'arrêta devant la vitre dépolie de la pièce. À l'intérieur, 2 hommes se tenaient près l'un de l'autre, parlant à voix basse et pressante. Elijah reconnut l'un d'eux, Harold Weems, un entrepreneur municipal, dont il avait lu le nom dans un article récent sur un projet de logement à l'arrêt. L'autre portait un badge accroché à sa ceinture, le chef adjoint de la police, Roland Vickers. Elijah n'entendait pas chaque mot, mais certaines expressions lui faisaient l'effet d'un marteau. Faux plans, rezonnage de quartier, pots de vin virés sur des comptes offshore. Un nom revenait sans cesse, le juge Richard Duval. C'est alors qu'Elijah commença à écrire, vite et soigneusement, son carnet ouvert sur une pile d'encyclopédies. Il resta silencieux et immobile jusqu'à leur départ. Puis, il attendit 10 bonnes minutes, le cœur battant, avant de disparaître dans la nuit. L'air extérieur était plus froid qu'avant, plus vif. Il rentra chez lui sans musique dans les oreilles, sans le réconfort des distractions, sachant que quelque chose avait changé. Resté chez lui,
Il étala ses notes sur la table du salon, croisant nom, date et entreprise sur le vieil ordinateur portable de mademoiselle Géraldine. Ce qu'il trouva lui retourna l'estomac. La ville avait approuvé un projet de rénovation de logements sociaux de 12 millions de dollars qui, d'après les documents qu'il avait exhumés, n'existait même pas. Les permis avaient été accordés en urgence. Les plans ne correspondaient pas. Et le juge qui avait rejeté toutes les poursuites contre l'entrepreneur. Le même juge Duval qui, au matin, il avait tout imprimé. Les cartes, les numéros de permis, les noms liés aux sociétés écrans. Il rangea le tout dans une épaisse chemise en papier kraft et la glissa dans le compartiment secret de sa serviette. La serviette n'était ni neuve ni luxueuse. Elle était éraflée, avec une fermeture éclair cassée, mais c'était la sienne. Il l'avait trouvée dans une friperie l'année dernière et la portait fièrement, malgré les rires des élèves à l'école ou son surnom de « vieux reporter ». À l'intérieur, avec ses devoirs et son cahier habituel, il transportait désormais un secret dont il ignorait encore toute l'étendue. Le lendemain matin fut comme tous les autres. Il se leva tôt, embrassa mademoiselle Géraldine sur la joue et commença sa tournée de livraison. Mais à mi-chemin, alors qu'il passait devant le magasin du coin fermé près de la 59e rue, une voiture de patrouille s'arrêta à côté de lui. Les policiers, 2 hommes qu'il ne reconnut pas, lui demandèrent son nom, puis lui dirent de placer ses mains bien en vue. Au début, Elijah crut à une erreur. Peut-être cherchait-il quelqu'un d'autre. Mais lorsqu'ils lui ont annoncé son arrestation pour le vol de l'ordinateur portable d'un sénateur d'État, il a eu le souffle coupé. Il a essayé d'expliquer qu'il était à l'école au moment du crime. Il a même montré ses feuilles de présence écrites au stylo par son professeur. Mais il ne voulait pas de papier. Il voulait le silence. Ils ont dit que l'ordinateur portable avait disparu d'un bureau fermé à clé et qu'un témoin avait vu quelqu'un correspondant à sa description près du bâtiment. Elijah savait que cela n'avait aucun sens. Il ne savait même pas où se trouvait le bureau du sénateur. Ils l'ont quand même menotté. Au poste, il a demandé à être appelé. Ils ont dit qu'ils le vérifiaient d'abord. Ils ont pris son sac, sa mallette et même son carnet. Il est resté assis dans une cellule de détention pendant des heures, à fixer les murs blancs, se demandant si quelqu'un le croyait. Il connaissait la vérité. Mais est-ce que ça intéresserait quelqu'un? Il a fallu une journée entière avant que mademoiselle Géraldine ne soit autorisée à le voir. Elle lui prit le visage entre les mains et lui promit qu'il trouverait une solution. Mais il vit l'inquiétude dans ses yeux. La mallette n'avait pas été rendue. Lorsqu'il se présenta enfin devant le tribunal, une semaine plus tard, il portait une chemise empruntée et des chaussures trop grandes. La salle d'audience fut remplie de murmures à son entrée, certains secouant la tête, d'autres le regardant à peine. Puis il vit le juge Richard Duval, le même nom de la bibliothèque, le même homme lié à Harold Wims, le même dont le nom était souligné 2 fois dans le carnet d'Elijah. Le juge Duval se renversa dans son fauteuil avec un sourire narquois qui dissimulait à peine son amusement. Il regarda Elijah et ricana, demandant si le tribunal était vraiment censé croire que ce garçon, cet enfant aux chaussures poussiéreuses et aux grandes idées, transportait une mallette pleine de choses importantes. Elijah ne répondit pas. Il ne broncha pas non plus. Il se contenta de fixer le juge d'un regard fixe. Car au fond de lui, il savait ce qu'il y avait dans cette mallette. Il savait ce qu'il avait vu. Il savait ce qu'il avait entendu. Et même, si on essayait de le faire taire, même si sa voix lui avait été momentanément retirée, la vérité était toujours là, coincée entre les pages, sauvegardée sur des disques durs, emmagasinée dans la mémoire. La salle d'audience continuait, les papiers mélangés, les arguments murmurés. Mais Elijah se tenait immobile dans l'œil du cyclone, son silence plus fort que les mots. Il n'ouvrit pas la mallette, pas encore. La salle d'audience était plus froide qu'elle n'aurait dû, pas le genre de froid qui venait des bouches d'aération ou du sol en pierre,
mais un froid plus profond, un froid qui s'installait sous la peau et y demeurait. Elijah était assis en silence, les mains jointes sur ses genoux, les doigts tremblants juste assez pour le forcer à rester immobile. À côté de lui était assis un avocat commis d'office dont la cravate était de travers et dont les yeux quittaient à peine les feuilles volantes devant lui. Il marmonnait des termes juridiques dans sa barbe, croisant rarement le regard, feuilletant les pages sans lire. Dès le début, il était clair qu'il n'avait aucun plan précis, aucun véritable combat. Elijah n'était même pas sûr que l'homme ait appris son nom. De l'autre côté de la salle d'audience, le juge Richard Duval était assis haut sur son banc, sa robe repassée, l'air satisfait, présidant le procès tel un roi. Dès qu'Elijah était entré dans la salle, le regard du juge s'était attardé sur lui, non pas par curiosité ou par équité, mais avec un sourire narquois légèrement esquissé. Il écoutait attentivement l'accusation commencer sa plaidoirie, acquiesçant, tandis qu'il présentait Elijah comme un adolescent perturbé à l'imagination débordante. Il le qualifiait de paranoïaque. Il suggérait que la mallette était un accessoire, un appel à l'attention, une tentative enfantine d'imiter les adultes. L'un d'eux avait même commenté son carnet, le qualifiant d'œuvre d'un esprit détaché de la réalité. Ces mots le blessèrent, mais Elijah s'était préparé au pire. Ce à quoi il ne s'attendait pas, ce qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer, c'était ce qu'Elijah avait enregistré. 2 semaines auparavant, au cœur de Southside, Elijah était entré dans un vieux salon de coiffure de la 63e rue. Les vitres étaient embuées par la buée et les murs étaient tapissés d'affiches défraîchies de coupes de cheveux datant d'une décennie. Une cloche au-dessus de la porte tinta lorsqu'il entra. Oncle Ro lui avait dit un jour que cet endroit était le lieu où les hommes puissants venaient se détendre, où les secrets passaient à travers les tondeuses et la vapeur, où la vérité était taillée en même temps que les barbes. Elijah avait pris ses paroles au sérieux. Ce jour-là, il avait baissé son sweat à capuche et laissé l'enregistreur de son téléphone allumé. Il ignorait ce qu'il allait trouver, juste qu'Harold Wims avait un rendez-vous et que le chef adjoint de la police, Roland Vickers, devait passer. La conversation commença sur un ton décontracté. Sport, circulation, projet de week-end. Mais tandis que la vapeur montait et que les tondeuses bourdonnaient, la vérité éclata, tranchante et audacieuse comme le fil d'un rasoir. Harold se vantait des permis délivrés à la hâte, des plans modifiés, des quartiers vidés pour de nouveaux lotissements. Il riait du fait que les membres du conseil municipal étaient trop occupés à dissimuler leurs propres erreurs pour s'en apercevoir. Et lorsqu'il baissa la voix et déclara qu'il possédait un certain juge, Elijah dut serrer les poings pour ne pas réagir. Il ne parla pas, il ne bougea pas. Il écouta simplement, laissant l'enregistreur faire son travail. Cet enregistrement, clair et non édité, se trouvait désormais sur une clé USB, nichée au fond de la même mallette dont le juge Duval s'était moqué quelques jours plus tôt. À côté se trouvaient des contrats municipaux aux dates incohérentes, des permis délivrés 2 fois plus vite qu'ils n'auraient dû l'être, et le témoignage d'un concierge qui avait vu le chef adjoint remettre à Wims un dossier étiqueté, confidentiel, en lettres rouges et grasses. La signature du concierge était authentique, l'écriture tremblante mais certaine. Au 2e jour du procès, la salle semblait plus étroite. Quelque chose avait changé. Elijah le sentait. Il remarqua la façon dont les huissiers le regardaient trop souvent, la façon dont le couloir devant la salle d'audience comptait soudainement 2 agents de plus qu'avant. Lors d'une courte pause, lorsqu'Elijah retourna dans la salle de garde, sa mallette avait disparu. La panique le submergea, vive et immédiate. Il en informa le garde, mais celui-ci se contenta de hausser les épaules, faisant mine de ne pas entendre. Près d'1 heure plus tard, le dossier réapparut sur la table de la défense, droit et zippé, comme s'il n'était jamais parti. Ce soir-là, sa grand-mère reçut une enveloppe sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvaient des photocopies d'avis d'expulsion, des avertissements concernant des arriérés d'impôts et des lettres menaçant de perdre son aide au logement.
Mais mademoiselle Géraldine garda les mains fermes pendant sa lecture. Elle raconta à Elijah qu'elle avait connu pire. Pourtant, il vit sa voix trembler légèrement lorsqu'elle prononça ces mots. Le lendemain matin, le défenseur public prit Elijah à part et annonça qu'il se retirait de l'affaire. Il invoqua un conflit d'intérêts, quelque chose lié à des relations antérieures avec des fonctionnaires municipaux. Elijah ne posa même pas la question. Il savait déjà ce que cela signifiait. On essayait de le laisser sans défense, seul, mais il ne l'était pas. Plus tard dans la journée, une nouvelle personne entra dans la salle d'audience. Elle marchait d'un pas calme et déterminé, les talons claquant avec précision, la mallette à la main et le regard perçant. Janelle Ryerson était connue dans les milieux juridiques de Chicago, non pas pour ses relations, mais pour son courage. Elle avait un jour affronté un syndicat de police et gagné. Elle avait dénoncé la corruption d'une agence immobilière que beaucoup croyaient intouchable. Elle accepta le dossier d'Elijah sans hésitation, examinant ce. Le juge Duval ricana, secouant lentement la tête. Il se renversa dans son fauteuil, comme si toute la procédure l'ennuyait, feignant de ne pas voir la tempête approcher. Il se demanda si le tribunal avait vraiment besoin d'une nouvelle performance dramatique de la part du garçon au fantasme de détective. Mais il la laissa faire, pensant probablement que cela se retournerait contre lui, qu'Elijah bégayerait, que son récit s'effondrerait sous la pression. Au lieu de cela, Elijah se leva. Le silence se fit dans la salle d'audience. Même le sténographe marqua une pause. Il se dirigea vers le centre, mallette à la main, la même mallette éraflée qui le suivait depuis des mois. Il la posa délicatement sur la table d'épreuve et l'ouvrit. Et puis vint le moment. Le juge rit du teint du garçon noir jusqu'à ce qu'il voie ce qu'il y avait dans sa mallette. À l'intérieur se trouvait le carnet noir, des pages épaisses d'encre, de dates et de noms. La clé USB scintillait sous les lumières de la salle d'audience, marquée de rubans rouges sur le bord. Des contrats imprimés, soigneusement pliés, tapissaient la pochette intérieure, montrant les divergences entre les achats immobiliers et les permis publics. Et tout en haut se trouvait la déclaration signée du concierge, M. Howard Ellis, qui travaillait à la mairie depuis plus de 20 ans et avait enfin couché par écrit ce qu'il avait vu. La salle ne s'exclama pas d'un coup. Cela se fit par étapes. D'abord un murmure, puis des chuchotements, puis un silence stupéfait. Même l'accusation se pencha en avant, les yeux plissés par le poids soudain de ce qui était maintenant exposé à nu devant eux. Janelle ne parla pas. Elle n'en avait pas besoin. Le travail d'Elijah parlait de lui-même. Le juge Duval cligna lentement des yeux. Son visage se vida de ses couleurs. Pendant un instant, il ne ressembla plus à un juge, mais à un homme démasqué, qui avait vu la porte qu'il avait verrouillée s'ouvrir en grand, laissant la vérité de l'autre côté. Il essaya néanmoins de se ressaisir. Il ordonna une courte suspension d'audience, mais sa voix se brisa légèrement. Elijah ne s'assit pas tout de suite. Il garda la main sur la mallette, ferme et sûr de lui. La même mallette dont il riait, se moquait et tentait de la voler. La même mallette qui contenait désormais des preuves suffisamment puissantes pour faire trembler un tribunal. Dehors, le vent se leva, portant le bruit de manifestations lointaines. Des pancartes au nom d'Elijah s'élevaient à travers la ville. Les gens commençaient à écouter. À l'intérieur de la salle d'audience, les ombres s'allongeaient. Mais la lumière commençait à percer. Le procès ne s'arrêta pas ce jour-là. Il empira. Ce qui avait commencé comme une petite affaire dans un tribunal municipal se transformait en quelque chose de bien plus vaste et de bien plus dangereux. Alors qu'Elijah quittait le palais de justice avec Janelle ce soir-là, l'atmosphère avait changé. Il y avait maintenant des caméras, plus qu'avant. Des journalistes bloquaient le trottoir. Des flashs éclataient comme un coup de tonnerre au loin. Des manifestants étaient alignés le long des barricades métalliques, scandant son nom et brandissant des pancartes sur lesquelles ils n'auraient jamais imaginé voir des phrases griffonnées au marqueur. Laissez Elijah parler. Il portait la vérité dans une mallette.
La justice n'a pas de couleur de peau. Mais derrière le bruit, le danger s'intensifiait. Cette nuit-là, alors que les lumières de la ville vacillaient et qu'un froid glacial parcourait l'air, la voiture de Janelle fut cambriolée devant son immeuble de bureau. La vitre était brisée, le verre éparpillé sur le siège passager comme de la neige déchiquetée. La mallette qu'elle avait posée sur le plancher était toujours là, mais la clé USB d'origine, rangée dans une pochette plus petite, avait disparu. Elle avait été emportée avec précaution, rien d'autre n'avait été touché, ni ses fichiers, ni son ordinateur portable, seulement cette petite clé. Mais Janelle avait appris très tôt à ne jamais se fier à une seule copie de quoi que ce soit. Elle en avait fait 3 copies. L'une qu'elle avait donnée à Elijah pour qu'il la cache, l'autre qu'elle avait téléchargée sur un serveur crypté. Elle envoya le 3e dans une simple enveloppe à un homme de confiance, quelqu'un qui lui devait une faveur et croyait au vrai journalisme. Il s'appelait Marcus Brandt. Au matin, Marcus avait publié le premier d'une série d'articles qui allaient devenir nationaux, sous un titre qui fit fureur en quelques secondes. Les dossiers du livreur de journaux. Le nom fit mouche. L'article fit encore plus sensation. Il décrivait une série de corruptions reliant entrepreneurs, forces de l'ordre et même la justice. Il comprenait des extraits de l'enregistrement audio chez le coiffeur, des photographies des faux permis et une copie numérisée de la déposition de M. Ellis. Et au cœur de tout cela se trouvait, la réaction fut rapide. Les réseaux sociaux débordèrent de soutien. Des groupes d'activistes se présentèrent en masse, brandissant des pancartes et diffusant le témoignage d'Elijah sur haut-parleur. Mais sous la pression publique croissante, la salle d'audience devint plus qu'un simple espace juridique. Elle devint un champ de bataille et les véritables acteurs, ceux qui évoluaient dans l'ombre, apparurent au grand jour. Ce matin-là, un SUV noir s'arrêta discrètement à côté du palais de justice. De là sortit un procureur fédéral, en costume impeccable et au visage impassible, prétendant avoir été envoyé par Washington pour observer et conseiller en raison de l'attention croissante portée à l'affaire. Mais son véritable objectif devint vite clair. Il ne s'assit pas avec la défense. Il ne posa pas de questions sur la vérité. Il rencontra le juge Duval à huis clos, en compagnie de 2 hommes du cabinet du maire, des hommes qu'Elijah reconnut grâce à des coupures de presse qu'il avait un jour accrochées à son mur lors de ses recherches sur d'anciens scandales de zonage. Leur présence ne fut pas enregistrée. Leurs noms ne furent pas annoncés. Mais le message était clair. Cette affaire était devenue dangereuse. Et l'objectif n'était plus la justice. Il s'agissait de contenir le procès. À la reprise des audiences, la tension était palpable, telle une tempête sur le point d'éclater. Janelle fut la première à le remarquer, le silence qui entourait les propos du juge, la façon dont le personnel de la salle d'audience évita son regard. Une nouvelle requête apparut au rôle, déposée discrètement mais imprimée sur papier à en-tête officielle. Elle demandait le rejet complet de l'affaire. Le motif invoqué était vague, mais lourd de sens. Préoccupation de sécurité nationale. Selon la requête, la poursuite du procès exposerait des projets d'infrastructures sensibles et mettrait en danger la stabilité civique. Autrement dit, trop de vérité avait été révélée. Janelle resta debout, ferme et prête, la voix posée, tandis qu'elle s'opposait. Elle qualifia la requête de moquerie, de bouclier pour les coupables. Elle souligna qu'aucun fait n'avait été contesté, seulement occulté. Mais le juge Duval, froid et posé, rejeta sa décision. Il affirma que le tribunal devait prendre en compte l'intérêt général et prévenir les troubles publics. Ses propos étaient soignés, rodés, mais ils résonnaient de peur. C'est alors qu'Elijah se releva. Il ne demanda pas la permission, il n'attendit pas qu'on l'y invite. Il se leva lentement, les 2 mains sur le banc, et annonça qu'il souhaitait témoigner. Sous serment, publiquement, bien qu'accusé. Il dit que la vérité appartenait désormais à tous, et qu'il n'en avait plus peur. Le juge Duval se pencha en avant avec un calme forcé, les doigts joints. Il tenta de rejeter la demande. Il dit que ce serait inapproprié, inhabituel,
voire inutile. Mais la salle d'audience avait changé. La galerie était pleine. Les journalistes griffonnaient furieusement. Dehors, la foule devenait de plus en plus bruyante à chaque minute qui passait. Le palais de justice était devenu un symbole, et les gens regardaient. Sous cette pression, et sous les caméras, Duval céda. Sa voix manqua de son poids habituel lorsqu'il accorda la permission. Elijah pouvait parler, et Elijah le fit. Il raconta tout, depuis le début. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait. Il parle de ses promenades matinales dans les rues, livrant les journaux, de l'enseignement de sa grand-mère sur la vérité. Il décrivit ses veillées tardives à la bibliothèque, comment il était tombé par hasard sur la conversation dans le cabinet du maire, et comment il avait recopié des noms et des phrases dans son carnet sans même savoir encore à quel point tout cela était profond. Il leur parla du salon de coiffure, d'Harold Wims riant des secrets partagés avec le bourdonnement des tondeuses en arrière-plan, de la façon dont certains hommes portaient leurs crimes comme des cartes de visite, du moment où il avait compris que son carnet pouvait contenir le genre de vérité qui rendait les gens nerveux. Puis vint le moment qui figea la salle d'audience. Elijah décrivit les menaces, pas seulement celles contre lui, mais aussi celles destinées à mademoiselle Géraldine. Il parle de l'enveloppe contenant de faux avis d'expulsion, de la panne de courant dans leur appartement la veille du procès, et de l'appel de quelqu'un sur leur ligne fixe à minuit, qui avait simplement soufflé dans le combiné avant de raccrocher. Des flashbacks se sont brouillés dans le présent tandis qu'il parlait. Mademoiselle Géraldine était assise à la table de la cuisine à la lueur des bougies, tandis qu'Elijah surlignait des documents à la main. Ses doigts tremblaient, tandis qu'il griffonnait des numéros de permis sur des feuilles volantes, craignant que les fichiers ne soient supprimés des serveurs publics. Il leur raconta la fois où il avait failli abandonner, presque croire qu'il gagnerait. Mais il se souvint alors de ce que Janelle lui avait dit un jour. La vérité est plus dure lorsqu'elle est acculée. Il jeta alors un coup d'œil à Janelle, et son regard ne trahissait que de la force. La salle d'audience resta silencieuse, tandis qu'Elijah révélait comment ils avaient caché le deuxième disque de sauvegarde. C'était son idée. Il se souvint de la vieille boîte de cacao de mademoiselle Géraldine, celle qu'elle n'utilisait plus. Il la vida, enveloppa le disque dans du papier aluminium et l'enterra au fond. Lorsque Janelle le retrouva quelques jours plus tard, elle pleura pour la première fois. Quand Elijah eut terminé, même les huissiers semblaient hésitants. Le marteau du juge resta intact. Le procureur fédéral n'écrivit rien, car ce n'était pas une représentation, c'était une prise de conscience. La salle d'audience n'était plus seulement un lieu de justice, elle était devenue un miroir, et ce qu'elle reflétait était inconfortable pour ceux qui se cachaient derrière le pouvoir. Les murs qui les protégeaient autrefois s'effondraient sous le poids d'un garçon aux chaussures poussiéreuses, à la voix posée et à l'esprit trop vif pour être ignoré. La bataille n'était pas terminée, mais le champ de bataille avait été choisi. Le dernier jour du procès, les places étaient bondées. À l'aube, les marches du palais de justice avaient disparu sous une marée humaine. Jeunes et moins jeunes, étrangers et voisins, tous attirés par un seul nom, Elijah Merrick. Les équipes de tournage se sont regroupées près de l'entrée principale, objectifs braqués et lumières allumées, capturant les visages des enseignants, serrant des pancartes de protestation, des élèves tenant des cahiers ouverts comme des boucliers, et des vétérans en uniforme qui se tenaient debout, les bras croisés, dans un silence solennel. Certains portaient des mallettes, non pas pour des documents, mais comme des symboles. Ils avaient entendu parler de l'affaire Elijah, du garçon qui avait porté la vérité à travers la tempête, et ils étaient revenus dire, sans un mot, qu'il n'était pas seul. À l'intérieur, l'attente était palpable. La galerie se remplit avant même que l'horloge ne sonne 9 heures. Les murs résonnaient de voix chuchotées, de journalistes tapant sur leur téléphone, et le grincement occasionnel d'une chaise lorsque quelqu'un se penchait. Tout devant était assise mademoiselle Géraldine, les mains jointes sur ses genoux,
le regard fixé sur l'entrée par laquelle le juge allait bientôt apparaître. À côté d'elle, Janelle, calme en apparence mais vive en dessous, son bloc-notes vierge, car il ne s'agissait plus de dispute. Il s'agissait de ce qui avait déjà été révélé. Elijah était assis entre eux, les épaules droites, sa serviette à ses pieds. Il ne l'avait pas lâché de toute la matinée. Les bords étaient usés, un peu effilochés, mais toujours intacts. Comme lui. Il ne savait pas ce qui allait se passer aujourd'hui. La loi n'avait jamais été une chose à laquelle il avait aveuglément confiance, mais quelque chose avait changé. Devant l'opinion publique, il avait déjà gagné. La vérité avait déjà été révélée. Il était temps de voir si le tribunal allait rattraper son retard. Lorsque la porte s'ouvrit, la tension se fit sentir dans la salle. Le juge Richard Duval entra, plus lentement que d'habitude, sa robe noire flottant derrière lui comme une ombre trop longue. Son visage était indéchiffrable, mais ses pas n'avaient plus l'arrogance des jours précédents. Il ne regarda pas Elijah en s'asseyant. Il ne jeta pas un coup d'œil vers les caméras ni vers la galerie. Il ouvrit un dossier, en sortit une simple feuille et commença à lire. Il n'y eut pas de coup de marteau. Pas de jargon juridique pour retarder ce que chacun pressentait venir. Il lut une déclaration au lieu de rendre une décision. La salle d'audience se tut, tandis que sa voix, plus faible que prévu, résonnait dans les haut-parleurs. Ce tribunal, annonça-t-il, était sous le contrôle de la commission judiciaire de l'État. Une enquête interne avait été ouverte sur la conduite, l'éthique et les éventuels conflits d'intérêts. Il s'est donc récusé de l'affaire avec effet immédiat. Des halètements rompirent le silence. Pas bruyants, mais de brusques inspirations, comme si les murs eux-mêmes réagissaient. L'homme qui avait autrefois ri de la peau d'Elijah, de sa présence, de sa mallette, se retirait. Fini les ricanements du tribunal. Fini les réunions privées en chambre. Son règne sur la salle d'audience avait pris fin, non par la force, mais par la révélation. Duval se leva, hocha la tête et sortit. La salle d'audience resta immobile un instant, comme si l'air en avait été chassé. Puis la porte latérale s'ouvrit à nouveau, et une nouvelle silhouette entra. La juge Camille Hawthorne, un nom qui avait du poids auprès des réformateurs comme des anciennes institutions, avançait avec une force tranquille en prenant place à son siège. Son regard était clair, sa posture droite, sa robe impeccable. Elle avait autrefois poursuivi des affaires de corruption au niveau de l'État et s'était forgé la réputation de dénoncer les abus là où d'autres restaient silencieux. Elle était désormais au cœur d'une affaire qui avait dépassé les bornes juridiques. C'était devenu une question nationale de justice, de vérité et de droit au service de la justice. Elle n'attendit pas. Après un rapide examen des documents présentés, des pièces à conviction déjà admises et des témoignages enregistrés, elle prit sa décision. Le tribunal, déclara-t-elle, n'avait pas jugé suffisamment justifié de maintenir Elijah Merrick en détention provisoire. Les preuves présentées par l'accusation manquaient de crédibilité, étaient criblées d'incohérences et semblaient viser à faire taire un lanceur d'alerte plutôt qu'à servir la justice. Elle ne s'arrêta pas là. Elle déclara que sur la base des documents et des témoignages versés au dossier, la conduite d'Harold Wims et du chef adjoint Rollins justifiait un renvoi immédiat aux autorités fédérales pour complément d'enquête. Leurs actions, expliqua-t-elle, soulevaient des questions de corruption, d'abus de pouvoir et d'ingérence dans les procédures judiciaires. Mademoiselle Géraldine se mit à pleurer, d'abord doucement, des larmes coulant sur ses joues, tandis qu'elle serrait ses mains plus fort. Ses épaules tremblaient, et Elijah la prit dans ses bras, leurs doigts se joignant entre les sièges. Il ne dit rien, il ne pouvait pas. Sa voix s'était coincée dans sa gorge, retenue par une vague de soulagement, d'incrédulité et de justification silencieuse. Janelle expira doucement, la tension dans sa nuque se dissipant enfin. Ce jour-là, elle était entrée dans la salle d'audience, prête à se battre à nouveau. Elle ne s'attendait pas à entendre le système lui répondre. Elijah resta assis en silence, les mains maintenant enroulées autour de la poignée de sa mallette, non pas par crainte d'être à nouveau volée, perdue ou prise de force, mais parce qu'après tout,
Elle avait rempli sa fonction. Elle avait protégé plus que des papiers. Elle avait porté la vérité, page après page, ligne après ligne, des trottoirs poussiéreux aux couloirs de marbre. Il était entré avec la mallette sous le bras et maintenant il en ressortait libre. Dehors, à l'ouverture des portes, la foule réagit avant même de le voir. Des acclamations fusèrent des marches, des drapeaux flottèrent, des pancartes se levèrent, des étudiants applaudirent, les anciens acquiescèrent. Quelqu'un diffusa un extrait de l'article de Marcus Brandt par haut-parleur. Les dossiers du livreur de journaux, comme on les appelait, mais il n'était jamais question des dossiers, il était toujours question du garçon. Il descendit lentement, Jeannelle à ses côtés, mademoiselle Géraldine juste derrière. Les médias se précipitèrent, les micros tendus comme des fleurs offertes à un héros de retour. Elijah cligna des yeux sous la lumière du soleil, vive après tant de jours passés à l'intérieur. Un journaliste interrompit le brouhaha, lui demandant ce qu'il allait faire ensuite. Elijah marqua une pause, pensif, mais sa voix resta ferme lorsqu'il répondit enfin. Il dit qu'il avait d'autres histoires à raconter, et il était sincère. Il n'était pas seulement libre, il n'était pas seulement cru, il avait été entendu. Ce soir-là, alors que la foule se dispersait et que le palais de justice était silencieux sous la lumière dorée de la ville, Elijah s'assit de nouveau à la table de la cuisine. La mallette reposait à côté de sa chaise. Son carnet était ouvert, un stylo neuf dans sa main. Il commença à écrire, parce que parfois il suffit d'un garçon avec un carnet et une mallette pleine de vérité.